Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. J'ouvre aujourd'hui une nouvelle série qui prendra la forme d'une nouvelle playlist sur cette chaîne YouTube. Une série qui sera consacrée à l'annonce et aux commentaires des nouvelles publications, à chaque fois de la dernière publication apparaissant sur un blog Substack qui vient d'être créé. Donc ce n'est pas le blog Substack de Modeste Schwartz que j'ai présenté hier, c'est le blog Substack SlavSquat FR, donc la version française du Substack d'Edouard SlavSquat, ou autre façon de le dire, le blog miroir du blog, le blog miroir francophone, en traduction, du blog original d'Edouard SlavSquat, qui lui est en langue anglaise. Je rappelle vite fait, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le principe des blogs Substack. Pour s'y abonner, parce que essentiellement ça fonctionne sur le principe de la lettre d'information, de la newsletter. Donc une fois qu'on a cliqué, qu'on est arrivé pour la première fois à l'adresse d'un blog Substack, on a la possibilité d'introduire son adresse de courrier électronique pour recevoir régulièrement les notifications du blog, lesquelles, pour la plupart, vous conduisent vers des pages d'accès gratuit, des pages publiques accessibles à tout internaute. Mais certaines des pages, c'est une option, une possibilité que Substack ménage à ses blogueurs, c'est celle de placer certaines pages ou une partie, souvent la deuxième moitié si vous voulez, de certaines publications derrière ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire qu'au-delà de cette limite, l'article n'est accessible qu'aux abonnés payants du blog. Alors typiquement ce qu'on fait, et je pense que ce sera aussi le cas donc, de ce blog miroir SlavSquat FR, c'est de placer partiellement derrière un paywall les publications les plus récentes, donc ce qui vient d'être traduit des productions d'Edouard SlavSquat, sachant qu'on s'efforce évidemment de traduire en premier ce qui vient de sortir, et quand il reste du temps, on essaye encore d'aller remonter dans l'historique pour traduire des publications plus anciennes. Voilà. Et que ce qui est plus ancien a plus tendance à être en accès libre. Par ailleurs, même quand on ne tient pas à tout prix à être informé en français au plus vite des toutes dernières publications de SlavSquat, le blog donne aussi la possibilité de souscrire un abonnement de soutien, c'est-à-dire en réalité de procéder à un don, et de soutenir le travail d'Edouard SlavSquat et de l'équipe francophone qui le relaye en langue française, sous la forme d'un abonnement. Ensuite, on peut d'ailleurs définir soi-même le montant qu'on veut allouer à ça. Alors, présentons brièvement Edouard SlavSquat. Edouard SlavSquat est un Américain, un quadragénaire américain. Il a grandi en Californie, dans un milieu plutôt urbain, plutôt intellectuel, plutôt à gauche. On pourrait donc dire que c'est une sorte d'enfant tardif de la génération du mai 68 américain, et de façon par conséquent pas si surprenante que ça, parce que c'est un phénomène assez massif. C'est un de ces enfants des 68 arts qui s'est retourné contre le logiciel, disons, de la génération de mai 68 et le logiciel des boomers. Donc c'est quelqu'un qui, je dirais au plus tard, au début des années 2000, était devenu particulièrement critique vis-à-vis de l'évolution qui était celle de l'Occident en général et puis surtout de son propre pays, les États-Unis. Et c'est vers cette époque que, en compagnie d'ailleurs d'une bonne partie de sa génération, et notamment de ceux
qui s'orientait vers le journaliste, les activités journalistiques. Il a quitté les États-Unis pour l'Europe, enfin le continent eurasiatique en général, et alors lui me semble d'avoir passé quelques temps en République tchèque, dont il gardait d'ailleurs d'excellents souvenirs la dernière fois qu'on en a parlé. Mais il s'est assez vite retrouvé, hein, donc comme énormément d'Américains à l'époque, à Moscou, où commençait à on va dire, se consolider le régime poutinien, et ce régime, à peu près à cette époque-là, hein, fin des années 2000, a commencé à chercher à se doter d'un soft power dirigé vers les opinions publiques occidentales, hein, donc d'un soft power, ce qu'on aurait à d'autres époques appelé simplement une propagande, hein, donc une propagande en langue avant tout anglaise, accessoirement aussi française, espagnole, c'est ce qui a débouché, hein, sur la création d'organes de presse comme Russia Today, comme Sputnik, hein, et les diverses rédactions, hein, donc alors le Sputnik francophone, le Sputnik roumanophone, etc. Et pareil, Russia Today en français, Russia Today en espagnol. Bon. Tout cela étant placé sous la haute main donc de la Madame Soft Power occidentale du système poutinien, qui est une citoyenne russe d'origine arménienne, comme son nom l'indique, qui s'appelle Margareta Simonian. Edward Slavsky s'est ainsi retrouvé, grosso modo, les dates exactes seraient à vérifier, au début des années 2010, s'est retrouvé donc à travailler pour la rédaction anglophone de Russia Today. Sur ces entrefaites commence la grande réinitialisation, hein, le Great Reset, donc sous la forme de son premier chapitre, le chapitre covidiste, qui a été déroulé, hein, a été appliqué dans la quasi-intégralité du monde industrialisé, et notamment dans pratiquement tous les pays majoritairement blancs, à l'exception notable de la Biélorussie d'Alexandre Loukachenko, et dans une moindre mesure, avec quelques réticences, quelques retards à l'allumage, une attitude un peu différente du côté des Suédois. Bon, mais à ces deux exceptions près, il n'y a pas eu de différence de ce point de vue-là, hein, entre Paris, Berlin, Rome, Washington et Moscou, hein, en dépit d'une certaine propagande béate de gens qui aiment énormément la Russie, faute notamment de la connaître, hein, et qui vous ont juré leur grand Dieu que ah non, là-bas, non, c'est bon. Edward Slavsky, hein, c'est ce que beaucoup aujourd'hui lui reprochent, et celui, pas le seul, hein, ça a été une prise de conscience collective, mais il a joué un rôle important dans cette prise de conscience, c'est-à-dire que faire comprendre enfin aux Occidentaux un peu naïfs qui s'imaginaient que l'herbe est plus verte ailleurs, que non, le covidisme fait rage en Russie au même titre qu'il y sévit au même titre qu'en Occident, par moments même de manière un peu plus féroce d'ailleurs, hein, bon. Alors ça, c'est une critique et un travail journalistique, hein, de documentation de ce qui se passe effectivement, hein, dans cet immense pays qu'est la Russie, que Slavsky a d'abord cherché à exercer à l'interne, hein, donc sous la forme d'une sorte de critique constructive, hein, d'opposition interne, en restant à Russia Today, hein, donc il a cherché à faire passer un travail, disons, de reportage honnête sur ces questions, au début sans quitter la rédaction anglophone de Russia Today. Bon, il a vite compris que Margareta Simonian ne tolérerait pas un tel travail, c'est-à-dire un travail de journalisme intègre sur ces questions, ce qui l'a amené, lui, à ce moment-là, à claquer la porte de Russia Today
Et c'est comme ça que depuis 2021, Edward Slavsquat est un journaliste indépendant, hein, qui vit de son blog Substack, comme tant d'autres blogueurs. Hein. C'est une évolution d'ailleurs, bon, finalement tout à fait prévisible, hein, à partir du moment où le lectorat, où les gens de plus en plus souvent se rendent compte, hein, que la presse, quand la presse ne coûte rien, en fait, c'est qu'elle les vend eux. Hein, c'est que quand on ne vous demande pas d'argent, vous êtes le produit. Hein, bon. Et par conséquent, sont de plus en plus nombreux à accepter, hein, et même en fait à se réjouir qu'on leur donne la possibilité de s'abonner, de contribuer financièrement, de payer l'information qu'on leur fournit, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est le seul gage, un tant soit peu crédible, d'un minimum syndical, hein, d'indépendance du travail journalistique, hein, puisque à partir du moment où ça va être financé alors par la publicité dans le meilleur des cas, ou bien carrément directement de la poche d'un oligarque, ou de tel ou tel État, notamment occidental, contrôlé par l'oligarchie, bon, bah, vous saurez ce que Bill Gates a envie que vous sachiez, hein, et pas autre chose, voilà. Voilà, donc vous trouverez en description de cette vidéo un lien menant donc vers le blog Miroir, hein, le Substack francophone d'Edward Slavsquat. Et évidemment, une fois sur ce blog, dans chaque article traduit, vous trouverez aussi un lien vous permettant d'aller lire directement les originaux sur le blog d'origine, le blog anglophone d'Edward Slavsquat. Je mettrai aussi un lien vers la chaîne Telegram qui a été créée aujourd'hui même pour relayer les nouvelles publications, hein, les mises à jour de ce blog Miroir francophone. Hein, c'est une manière plus simple, notamment quand on n'est pas encore abonné. Une fois qu'on est abonné, que ce soit en abonnement gratuit ou payant, de toute façon on reçoit les notifications par email. Mais peut-être pour ceux qui ne vérifient pas leur courriel très régulièrement, ou qui pour d'autres raisons, Telegram constitue un moyen plus confortable, bon ben voilà les mises à jour Telegram qui vous informent que voilà, il y a de nouveaux contenus à découvrir sur le blog Miroir francophone d'Edward Slavsquat. Cette annonce faite, je profite des quelques minutes qui me restent pour procéder quand même une remarque que j'estime particulièrement importante. À partir du moment, hein, où Slavsquat a commencé son activité journalistique indépendante, donc maintenant ça fait déjà bien 2 ans, notamment dans les milieux où il était plus ou moins connu, plus ou moins suivi dans le monde de langue anglaise, c'est-à-dire avant tout les milieux de l'alt-right américaine, mais maintenant qu'il commence à être internationalement connu aussi dans d'autres pays, et notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler la dissidence en France, vous avez cette rumeur tenace, hein, ce bruit de fond, hein, ces accusations plus ou moins voilées, hein, qui se répètent, etc. Donc, divers, on va dire, influenceurs, hein, bon, ou qui aimeraient bien le devenir, vous expliquent que Slavsquat est un agent de l'OTAN. Hein, donc, bon, c'est toute la beauté de la pensée binaire, hein, c'est-à-dire quand on n'est pas poutinolâtre, quand on ne pense pas que le régime poutinien constitue un optimal politico-social de l'an 2023, hein, ça veut nécessairement dire qu'on est anti-russe, hein, qu'on est russophobe, et donc qu'on bosse en s'en rendant plus ou moins compte et en étant plus ou moins rémunéré, hein, pour, alors je sais pas, l'OTAN, Davos. Alors Davos c'est assez curieux, parce qu'à Moscou en revanche il y a plein de gens qui bossent, qui sont en relation d'affaires évidente, publique, officielle avec Davos, vous voyez, enfin,
eux, bon, les influenceurs en question vous en parlent pas trop, hein, ils vous parlent pas souvent de Hermann Greff, d'Alexandre Ginsburg, de M. Mourachko, etc. Non, ils concentrent, vous voyez, leur contre-espionnage, hein, puisque bon, ils agissent un peu comme des agents, on va dire, volontaires, hein, voilà, des partisans autoproclamés, voilà, du contre-espionnage russe, et ils vous expliquent que non, c'est Edouard Slavsquat qui est un agent, hein, de l'OTAN. Hein. Je pense que si les mêmes bonshommes avaient vécu 60-70 ans plus tôt, s'étant placés là aussi plus ou moins spontanément, volontairement à la solde du NKVD, ils vous auraient expliqué, hein, comme on le faisait à l'époque, que Edouard Slavsquat, Modeste Schwartz, Nicolas Bonal sont des saboteurs à la solde de Wall Street et du Mikado. Hein. Bon, expression qui avait été déterrée par Nicolas Bonal. Je mentionne, du coup, je lui signale au passage son copyright. Hein, copyright Nicolas Bonal. Donc bon, on va tordre immédiatement le cou à ce mythe particulièrement crétin, hein, à ce produit assez lamentable de la pensée binaire. Non, Edouard Slavsquat n'est pas anti-russe, n'est pas russophobe, n'est même pas à proprement parler opposé en général à 100% et dans tous les domaines, hein, au régime de Vladimir Poutine. Edouard Slavsquat a passé le plus clair et par choix, hein, à la différence d'ailleurs de beaucoup de Russes, hein, s'ils pouvaient changer, s'ils pouvaient échanger, peut-être que... Bon, non, Edouard Slavsquat a choisi de vivre le plus clair de sa vie adulte en Russie, où il a d'ailleurs fondé une famille, je pense que ça n'est pas un secret, hein, c'est bon. Il est d'ailleurs, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est en Russie, hein, où il vient d'ailleurs d'acheter une maison de campagne, hein, dans un village quelque part entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Je me permets d'en parler parce qu'il a mis des photos, hein, de cette datcha sur son blog, donc on ne peut pas plus vraiment considérer que ce soit un secret relevant de sa vie privée. Vous pouvez épouiller, hein, pour ceux qui prendraient la peine et puis qui lisent l'anglais, parce que visiblement certains influenceurs de la dissidence française ont des problèmes, hein, avec les langues étrangères. Bon. Mais pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez épouiller le blog de Slavsquat depuis le jour de sa création, hein, jusqu'aux tout derniers articles. Vous ne trouverez par exemple jamais une seule phrase de soutien, par exemple, à l'entité kievienne, de louange aux menées de l'OTAN, voyez, que ce soit en Ukraine ou via la Pologne contre la Biélorussie, etc. Bon, donc d'ailleurs, je pense qu'on peut appliquer le même commentaire, hein, sans fausse modestie, à l'ensemble des écrits de Modeste Schwartz, hein, et ainsi de suite. Hein. Donc ce procès en russophobie par des gens qui, depuis Paris, en général, hein, s'instituent, on va dire, grands inquisiteurs, qui sont plus poutinistes, si vous voulez, que le poutinisme en Russie, vous voyez, et qui s'instituent grands inquisiteurs. Bon, je pense pas, en réalité, je pense pas que ça intéresse grand monde, hein, en Russie, d'ailleurs, ces histoires-là. Mais j'ai même l'impression que les grands inquisiteurs en question à Paris, souvent ne sont probablement eux-mêmes pas animés de l'illusion que ça pourrait intéresser qui que ce soit en Russie. Donc les espèces de petites guerres lilliputiennes là, entre pseudo-intellectuels organiques de pseudo-partis à virtuellement 0,5% à des élections nationales. Bon. Non, je pense que ce qui intéresse ces grands inquisiteurs, c'est évidemment plutôt la vie politique interne française, et notamment les petits fromages qui, par exemple l'année prochaine, hein, année électorale, pourraient, espèrent-ils, hein, moi je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, hein, mais bon, avec par exemple une belle représentation du Front National, donc comment ça s'appelle maintenant, Reniement National, voilà, le Reniement National, donc entrant massivement
à Strasbourg, hein, qu'est-ce qu'on fait à Strasbourg? On représente les intérêts de la France, hein, au Parlement de l'Euroslavie, comme à l'époque au Soviet suprême, hein, c'est le même principe. Bon. Et que bon, au passage, il y aurait peut-être quelques postes d'assistants parlementaires, des trucs comme ça, voilà, bon. Et que, voilà, donc, simplement, inquisiteur, alors ensuite, un inquisiteur a toujours besoin d'hérétiques, hein. Donc il va les trouver là où ça se trouve, hein, ou les inventer, voilà. Donc alors les sorcières, alors vous voyez, bon là voilà, la sorcière Edward Slavsquat a péché contre le mythe poutinolâtre. Bon. Alors c'est assez drôle parce que ces partis de l'opposition, enfin de la pseudo-opposition, hein, de l'opposition contrôlée, Le Pen, Zemmour, etc., à Emmanuel Macron, en France, eux, en revanche, en matière otanesque, sont parfaitement alignés, hein, sur ces positions. Là, pour le coup, vraiment russophobes, hein. Et donc vous avez des gens qui, si vous voulez, d'un côté, enfin sur la page de gauche, voyez, vous expliquent que quand même faut faire corps derrière le reniement national, parce que c'est le parti de l'opposition, c'est le parti qui permet de faire tomber Macron, oui, c'est-à-dire en fait de remplacer Macron en continuant à appliquer le même programme de façon probablement plus bête et plus brutale, hein, ensuite. Vous voyez, quand je vois un peu les élites du reniement national, je me dis non, finalement Macron, hein, oh oui, non, Macron, voilà. Et donc tout en vous expliquant ça, il s'emploie, vous voyez, à faire monter sur des bûchers symboliques, hein, parce que bon, à leur niveau de pouvoir, hein, on n'a pas beaucoup d'autres bûchers. Bon, des gens comme Edward Slavsquat, ou par ricochet, si vous voulez, comme Modeste Schwartz. Bon. Parce qu'ils n'ont pas la poutinolâtrie orthodoxe, hein. Ils ne sont pas vraiment contre Poutine, en fait, hein. Je mets quiconque au défi de trouver une citation d'Edward Slavsquat. Bon. Ne serait-ce que parce que, si vous voulez, des analystes sérieux, comme Edward Slavsquat, avant tout ne tombent pas dans cette erreur infantile qui d'ailleurs reproduit le discours, hein, le discours russophobe des médias de l'OTAN, hein. C'est-à-dire la Russie est présentée comme une autocratie, donc tout dépend d'un seul homme, hein. Ben non, en fait vous savez, il y a une constitution, il y a un parlement, ça s'appelle la Douma, il y a un gouvernement, bon. À l'heure actuelle, je dirais que la France est probablement un peu plus autocratique en réalité que la Russie, donc le fait que vous ayez dans le gouvernement, vous voyez, l'influence de certaines élites sur le gouvernement russe des choses à redire, ça concerne pas forcément si directement que ça, hein, la personnalité, la responsabilité historique, etc., la figure de Vladimir Poutine, hein, puisque cette espèce de pouvoir unipersonnel, de toute façon, n'existe que dans l'imagination malade, vous voyez, d'un certain nombre de boomers français, qui sont entrés dans une espèce d'adoration post-mortem de Charles de Gaulle, alors venant souvent eux-mêmes de familles politiques que sous Charles de Gaulle on collait contre le mur, hein. Ça c'est assez drôle, bon. Mais voilà, mais 50 ans plus tard, là c'est bon, ça fait 50 ans qu'il se décompose, là ok, on va commencer à l'aimer, hein. C'est comme le fromage, hein. En France il faut que ça se... Hein, on le vieillit le fromage, hein. Il faut que ça fermente, il faut que ça... Et donc maintenant qu'on est gaulliste 50 ans après de Gaulle, et qu'on nous a bien expliqué, c'est tout à fait... Bon, je n'entre pas dans les détails, mais qu'on nous a bien expliqué que Poutine c'est le De Gaulle des Russes, du coup on est aussi poutiniste, hein, sans avoir mis les pieds en Russie, surtout sans comprendre le russe. Alors ça c'est vraiment le truc, hein, si vous voulez éviter, vraiment vous mettre à l'abri de l'hérésie, hein, je vous donne un conseil pour avoir pratiqué, hein, c'est un retour d'expérience. Donc surtout, n'apprenez pas le russe. Parce que du jour où vous allez apprendre le russe, vous allez remarquer, voyez, par exemple, des contenus de presse, ou bon, c'est très dangereux, c'est comme le latin à l'époque, hein, vous voyez, à l'époque de Galilée, quand même, le meilleur moyen d'échapper au bûcher, c'était de ne rien comprendre au latin.
Hein. Bon. Et donc je donne le même conseil hein, à mes amis de la dissidence, soucieux de conserver leur hétérodoxie, vous voyez, de ne pas s'exposer à des procès en hérésie. Hein, voilà. Surtout éviter d'apprendre le russe. Bien. Et donc sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous laisse découvrir désormais en langue française le travail de documentation produit par Edouard Slavsquat sur ce qu'on pourrait appeler le versant russe de la grande réinitialisation. Alors ça a commencé par le covidisme, hein, puisque avant tout pendant les 2 premières années de la grande réinitialisation, ça a été le thème dominant. Et Slavsquat a couvert ça avec, de façon extrêmement scrupuleuse, hein, parce que c'est ça l'intérêt de ces articles, c'est-à-dire outre son acuité analytique et son style que je trouve pour ma part délicieux, mais surtout c'est un véritable journaliste qui source tout, hein, c'est-à-dire que dans chacun de ses articles, vous trouverez ce que vous ne trouvez généralement pas hein, chez les... ce que lui appelle les stratèges en 5D, vous voyez, les joueurs d'échecs en 5D. Hein, ouais, donc c'est ces gens qui vous expliquent qu'il faut faire confiance au plan. Alors oui, je sais, c'est comme Quanon, oui. D'ailleurs, c'est un vieux truc de manipulation, hein, ça date de l'époque du KGB. Bon, visiblement, ça a été récupéré par la CIA, notamment quand ils ont fait fonctionner l'arnaque Quanon. Hein, et ça marche aussi très bien dans ces milieux de la poutinolatrie sectaire, hein, où on vous explique qu'il y a un plan. Alors évidemment, il est secret. Hein, vous ne le trouverez jamais dans aucune source russe, ni gouvernementale, ni même politique, d'ailleurs. Bon. Mais eux sont au courant. Alors eux sont au courant, hein, parce que, bon, vous voyez, il y a un contact médiumique hein, qui... Bon. Et il faut faire confiance à ce plan. Et donc, quand vous entendez des voix divergentes, par exemple celle d'Edouard Slavsquat, eh bien, ce sont forcément des suppôts de Satan, hein, des saboteurs à la solde de Wall Street et du Mikado, qui cherchent à vous éloigner de votre confiance, hein, en latin fides, hein, foi, hein, de votre foi dans le plan. Hein, ce sont des hérétiques qui cherchent à ébranler votre juste croyance. Bon. Et alors là, il y a quand même un trait récurrent, vous voyez, chez ce genre d'intellectuels, c'est que vous ne les verrez jamais cités, notamment il n'y a jamais aucune source russe. Hein. Alors il y aura des, vous voyez, des rapports de la Brand Corporation de 2014, donc des trucs américains, en fait, là non plus, pas vraiment gouvernementaux, ou alors éventuellement les déjections verbales de tel ou tel groupe ukrainien néo-nazi faisant régulièrement au moins 2% aux élections nationales en Ukraine, donc c'est vous dire si c'est sérieux et si ça représente... Bon, voilà, passer de l'ukrainien hein, à Google Translate, hein, voilà, mais par exemple des extraits comme chez Slavsquat, hein, de Nakanune, de Komsomolskaya Pravda, de Kommersant, etc., de ce qu'on lit vraiment en Russie, hein, vous voyez, et puis accessoirement aussi de la communication gouvernementale. Alors ça, généralement, vous n'en trouverez pas. Hein. Alors soit parce que ce sont des gens qui vous ont expliqué qu'ils sont les représentants officiels de la russophilie en France, hein, qui ont même réussi à le faire croire à un certain nombre de Russes. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, c'est parce que bon, les Russes s'informent pas toujours trop, bon. Et que par conséquent, il faut les croire sur parole, hein, ils n'ont pas besoin, pas vraiment de parler russe non plus, d'ailleurs la plupart c'est pas trop le cas, hein, parce que c'est vrai qu'à Moscou, on se débrouille finalement assez bien en anglais, hein, dans les grandes villes post-soviétiques en général, hein, et que pourquoi quitter ces grandes villes, hein, quand on voit l'état des routes, souvent les routes secondaires, tout ça, bon, ouais, c'est vrai que bon, ça donne pas envie, donc voilà, donc bon, souvent ils parlent pas vraiment russe, hein, mais c'est pas grave, puisque le public donc français dissident auquel il s'adresse, lui, ne parle pas du tout russe, et donc, en comparaison, finalement, c'est vrai qu'eux parlent beaucoup mieux russe hein, que leur public, voilà, et que donc, tout ça, c'est une bonne raison pour les croire sur parole, et donc, ne surtout pas apprendre le russe, ne surtout pas lire le blog d'Edouard Slavsquat, même maintenant, j'allais dire, a fortiori maintenant, qu'une partie de ce blog, et notamment toutes les publications les plus récentes, seront aussi disponibles en langue française. Voilà.
Amis de l'hérésie, rendez-vous sur le blog miroir francophone d'Edouard Slav Squat, et en attendant, circulez, il n'y a rien à voir.